on est parti pour le point actu hardware d'aujourd'hui, jeudi 11 février 2021. Alors aujourd'hui au programme on commence avec un truc sympa, un bon plan, un jeu offert sur l'Epic Game Store après Ubisoft qui nous offre un Assassin's Creed Chronicles. L'Epic Game Store vous offre aussi un jeu. J'avoue que je ne connais pas du tout le jeu qui est offert, mais faut tester, hein. De toute façon, c'est le meilleur moyen de savoir si le jeu nous plaît ou pas. On aura ensuite une petite mise à jour de la news sur le PC modé sur le thème de Cyberpunk. Ça avance et il y a des trucs sympas, il y a des trucs qui me plaisent moins, mais bon, c'est mes goûts, hein. Après, c'est quand même plutôt sympa. On aura un gros morceau sur le réseau mobile en France et un espèce de comparatif entre les opérateurs français. Vous savez, je vous dis souvent, il faut faire attention, les graphiques c'est beau, c'est gentil et tout, mais il faut regarder ce qui est présenté et quels chiffres on nous donne, parce que voilà, on peut un peu faire les graphismes comme on veut, et du coup il faut comprendre ce qui est présenté pour connaître la valeur d'un graphisme. Oui, un graphe. Bref, vous verrez. C'est très intéressant, même si on apprend des trucs qu'on savait déjà. On aura ensuite un accessoire Ikea présenté en même temps que les produits Ikea et Asus ROG. Il n'a pas l'air d'être brandé Asus ROG celui-là, mais on y voit, moi j'y vois des intérêts et je trouve ça plutôt sympa. En plus là c'est à un prix accessible. Encore une fois pour l'instant c'est uniquement en Chine. Donc à voir si ça arrivera bien chez nous. Mais c'est le genre de truc que je trouve sympa. On aura une partie périphérique avec pas moins de 3 souris. 3 souris FGA. Avec un look particulièrement gamer. On aura ensuite un clavier qui lui n'est pas un vrai clavier gaming, on n'est pas sur du clavier mécanique, mais plutôt un clavier passe-partout, confortable et quand même performant. On aura une petite news alimentation pour... alors là c'est vraiment marrant, ils font une gamme d'alimentation pour les fermes de mining, donc compatible avec plusieurs cartes graphiques sur une seule alimentation. On parlera ici d'une alimentation 1300 watts. Ça sera un peu cher, hein, forcément, mais bon, les mineurs de crypto-monnaie, ils ont les moyens. Pareil, on parlera d'un ventilateur, mais un ventilateur qui n'est pas pour vous, qui est plutôt destiné aux serveurs et qui va aller à des vitesses de rotation incroyables. Donc clairement, c'est marrant, ça sera très efficace. Par contre, mettez pas ça dans vos boîtiers parce que sinon vous allez être déçu du bruit que ça va faire. Clairement, avec des vitesses de rotation pareilles, ça fera forcément du bruit. Yo Kit Cash. On aura une partie carte graphique. Je veux pas vous en dire trop plus parce que c'est pas trop des bonnes nouvelles. Vous verrez les cartes graphiques et moyen et cartes graphiques. Vous savez, cartes graphiques moyen. Même s'il y a une news qui peut être intéressante, peut y avoir un début d'idée, mais quand même moyen. Et on finira avec des écrans pas vraiment destinés pour le gaming, voire même pas du tout, plus destinés aux professionnels de l'image. Mais voilà, ils sont beaux, on a des visuels, donc on en parle un peu. Voilà ce qu'on a au sommaire aujourd'hui, j'espère que vous êtes prêts pour commencer. Ok, je vérifie que le PC ne meurt pas. Mais en plus c'est horrible parce que... Bon non, je vais pas en reparler tout de suite, mais les bugs Windows, c'est vraiment une horreur. Ok, c'est bon.
on y va. On commence le bon plan après Ubisoft qui nous régale avec son jeu gratuit. On a l'Epic Game Store qui nous régale à son tour avec son jeu gratuit. On parle ici de Halcyon 6, Starbase Commander. Alors, je vais pas vous lire le synopsis parce qu'en vrai, vous irez voir, vous irez le récupérer dans tous les cas. De toute façon, il est gratuit, donc régalez-vous. Juste, je vous montre vite fait le visuel. On nous montre ça comme visuel, donc assez minimaliste, une DA plutôt cartoon, mais on nous promet beaucoup de choses. On nous promet un jeu où vous pourrez créer votre base, faire de l'exploration spatiale, de la conquête, de la guerre, plein de choses. Un peu un genre de base and command dans l'espace, un genre de truc comme ça, avec une DA plutôt cartoon. J'ai pas encore eu le temps de le récupérer, mais ça va aller instant dans ma bibliothèque après le stream, clairement, parce que en vrai ça peut me plaire et il faut lui laisser sa chance. Il est gratuit. Dans tous les cas, mettez-le dans votre bibliothèque. C'est gratuit. Et vous verrez si vous voulez tester ou pas, si ça vous plaît ou pas. Mais je pense que ça peut être prometteur. Il y a du potentiel sur ce qu'on nous propose. En tout cas, c'est gratuit. Régalez-vous. C'est la meilleure news d'aujourd'hui. On continue avec un truc sympa. On en avait déjà discuté. Petit mode autour de Cyberpunk, donc un thème déterminé. Yo Banksy, aucune idée s'il y a du multi ou de la coop, ce n'est pas mentionné, il faudra aller l'essayer pour savoir. Du coup, ils nous avaient montré les éléments séparés et on nous dit ici qu'ils ont fait un petit montage à blanc avec une partie des composants, une autre partie n'est pas définitive. Alors on ne sait pas ce qui est définitif ou pas. Ça rend plutôt bien, c'est plutôt stylé, même si franchement c'est quand même bien dans l'idée cyberpunk. Du coup ça marche là-dessus, ok. Juste peut-être un peu un manque d'extravagance au niveau de la carte graphique, c'est un peu sobre et simple. Le reste marche plutôt bien, à voir les petites finitions, hein. De toute façon ce sera les finitions qui feront le produit final. On voit ici à l'arrière le SSD qui a été un peu travaillé pour être vieilli et tout. En vrai l'arrière est plutôt stylé. Mais encore un peu de travail, notamment moi je trouve sur la carte graphique c'est un peu trop sobre et nickel et manque de couleur, mais bon après je pense qu'il y a plusieurs façons de le faire et ça reste plutôt joli. On verra, on attendra de voir le produit fini, mais j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. On continue avec le réseau mobile en France. Alors, gros sujet parce que surtout des grosses inégalités. On nous dit ici en titre des débits jusqu'à 3 fois plus élevés en ville qu'à la campagne. Donc déjà, voilà, hein, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Et encore, si vous avez du réseau, toujours un peu le problème. On a du coup un joli graphe en bâton, vous voyez, très joli, avec du coup les 4 opérateurs français, Bouygues en bleu, Free en gris, Orange en orange et SFR en rouge. Ici on a les débits, du coup en fonction de la taille des communes. Vous voyez que en général, dans les plus grandes agglomérations, on a des débits plus importants que dans les plus petites. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le dire. Et vous voyez que pour Free, c'est pas le cas. Incroyable. Bah, en fait, ils ont un débit pourri partout. C'est une technique, mais effectivement, Free ne privilégie pas les grandes agglomérations.
aux petites, à savoir aussi que c'est pas il y a une partie marketing, il y a une partie marketing parce qu'on se dit il y a plus de gens dans les grandes villes, donc c'est plus intéressant d'avoir un débit plus élevé, enfin proposer aux gens un service meilleur dans les grandes villes, comme ça ils seront contents, il y aura plus de gens contents. Mais il y a aussi l'idée des saturations de réseau, parce que plus un point est densément peuplé, plus potentiellement des gens peuvent se servir au même moment du réseau, et donc plus il faut un réseau performant si on veut pas être saturé tous les matins quand les gens envoient leur premier SMS. Comme c'est le cas parfois pour certains, bon c'est plus trop le cas en ce moment, mais fut un temps où on pouvait sortir et se réunir. Si vous avez vécu des moments historiques et des grands rassemblements dans des grandes villes, vous savez que parfois vous pouvez, en étant plein, juste saturer le réseau, ça arrive. Moi je m'en souviens par exemple, sans parler des Nouvel An, la finale de foot, et bah clairement plus aucun réseau marchait. Enfin bref. Du coup, il y a aussi un aspect technique à surdimensionner les réseaux des villes. Mais on voit bien que la réalité, c'est que du coup, forcément, en campagne, on ne peut pas avoir un bon débit. Ce qui est quand même problématique, hein. On prend celui qui a le plus de différence, Orange. Orange qui a en moyenne 71 mégas dans les grandes agglomérations. On descend à 33 mégas dans les plus petites. Ça fait un peu mal. Donc voilà, sinon Bouygues et SFR à peu près kiff. Orange devant et Free plutôt bon dernier. Euh, voilà sur les débits. Alors ça du coup c'est les débits de l'internet mobile. Mais le réseau mobile ce n'est pas que l'internet. Et oui, c'est aussi de la communication, des SMS. Ici, on a un tableau récapitulatif d'à peu près tous les usages. On fera un bilan après pour savoir un peu, mais ici, on a du coup un tableau récapitulatif et on voit bien, c'est très clair. On a en vert à chaque fois le meilleur et bah souvent c'est Orange. Le seul truc où ils sont pas meilleurs, c'est la voie en réseau ferroviaire. Donc voilà, hein. Et ils sont pas loin derrière. Euh, il faut savoir que Orange a hérité tout de même historiquement de France Télécom, qui était le seul opérateur téléphonique français pendant longtemps. Donc voilà, ils partent pas de la même base que les autres déjà. Faut savoir qu'aujourd'hui c'est encore et toujours le meilleur réseau mobile. C'est aussi malheureusement le plus cher, hein. Ils ont bien compris qu'ils étaient les meilleurs et que du coup ils pouvaient proposer parfois des tarifs un peu élevés, voire parfois un peu indécents. Euh, et en plus ils s'appuient sur quelque chose d'historique. Ils ont pareil au niveau des... En gros, Orange a indirectement toutes les lignes cuivrées de France. Mais bon, c'est un autre débat. Du coup, ils sont premiers et ils abusent un peu de leur première place. À noter que derrière, Bouygues et SFR sont quand même plutôt très performants, sachant qu'ils ne bénéficient pas des avantages historiques d'Orange. Ils recollent bien, et après, le réseau aussi, c'est très inégal suivant les endroits où vous êtes. Parfois, ce sera pas forcément un point précis. Parfois, c'est pas Orange le meilleur, hein. C'est aussi une moyenne sur le territoire. Bouygues et SFR s'en sortent plutôt bien. Free a un peu plus de mal. Ils souffrent. C'est pareil, hein, Free, ils ont commencé. Je sais pas si c'est encore le cas actuellement, mais je pense que si d'ailleurs. Ils ont loué une partie
du réseau Orange pour avoir le nombre le pourcentage de quadrillage de la France pour pouvoir être opérateur. Parce que sinon, ils n'avaient pas assez d'antennes à leur lancement pour pouvoir être opérateur de téléphonie mobile. Donc voilà, tout le monde ne part pas en même temps et avec les mêmes choses. Mais c'est assez intéressant et on voit quand même que, bon, effectivement, par exemple, dans les débits, notamment descendants, Orange est au-dessus. Dans les débits montants, ils sont au-dessus, mais franchement, entre 13 et 11 et quasiment 11, on n'est pas sur des gros changements, faut pas se mentir, ce n'est pas significatif. Là où quasiment 20 mégas, c'est plus significatif. Et après, sur le reste, on est quand même sur des trucs plutôt très proches, hein. À moins de 10% près, on est quand même sur les mêmes choses. À savoir que ces chiffres ont été faits par NPerf, qui doit être un organisme de statistiques, j'imagine. Et ça nous donne un peu l'image du réseau mobile français, qui est son plus gros problème, vachement inégal. En fait, c'est ça le plus gros problème, c'est que suivant l'opérateur et le point précis, et parfois c'est le jour et la nuit, quoi, et c'est un peu ce qui est compliqué. Et c'est un peu ce qui embête les gens de devoir toujours choisir, et au final, on n'est jamais gagnant partout, quoi. Sauf si vous prenez Orange, et encore, c'est pas tout le temps le cas, et en plus vous le payez plus cher. Donc, c'est un peu dur. Maintenant, on attend la 5G. On verra, on refera le même récapitulatif quand la 5G sera déployée, et normalement avec des débits beaucoup plus élevés, parce que la 5G permet des débits beaucoup plus élevés. À voir si ça sera réussi et si une vraie grande partie du territoire français en bénéficiera bientôt, ce qui n'est pas sûr. Tout ça, on le verra dans le futur, mais c'est intéressant. Et il faut quand même noter qu'il y a encore des zones blanches en France, même hors des chaînes montagneuses, ce qui est quand même assez problématique. On continue avec Ikea. Ikea qui a beaucoup fait parler d'eux en montrant les produits en collaboration avec Asus ROG qui ont été montrés en Chine et qui sont déjà disponibles en Chine. Et ce petit produit a été montré en même temps. Alors, qu'est-ce que c'est? Et bien en fait, c'est un support pour, par exemple, ici on montre un casque. Je trouve ça très malin. Déjà parce que c'est du bois, donc c'est quand même un matériau qui peut être éco-responsable et totalement renouvelable. Donc c'est cool. Deuxièmement, c'est un support, on peut se dire des supports, il en existe déjà des milliards. Oui, c'est vrai, mais là on voit un casque, mais on peut aussi y mettre d'autres trucs. On peut y penser y mettre des manettes, par exemple. Et vu que les doigts ont l'air articulés, et c'est quand même une idée sympa, c'est un peu original, et ça change des supports classiques gaming avec du RGB de partout, machin. En vrai, je trouve ça plutôt marrant. J'ai eu l'image de en mettre deux, un avec un casque, un avec une manette. Voilà, je trouve ça plutôt marrant comme idée. Et on a un prix, mais on a un prix qui est converti du prix chinois, ça donne environ 16 €. À 16 €, c'est quand même plutôt accessible comme prix, sachant que ça a l'air d'être quand même plutôt un beau produit. Et encore une fois, c'est du bois. En vrai, à 16 €, ça me fait bien envie. Oui, sinon, bien sûr, on peut le refaire avec une imprimante 3D, tout à fait. Mais le bois, c'est aussi une belle matière. Après, peut-être que vous n'aurez pas le plus beau des bois, mais je trouve que pour 16 €, c'est quand même très correct comme prix. Sachant que j'ai déjà vu des prix de support qui étaient plus aux alentours de 50 €, hein. Donc dès qu'il y a une marque et tout, ça vaut vite cher. Pour 16 €, je trouve que c'est plutôt sympa.
Et pour une fois, c'est un peu original. Pourquoi pas? Franchement, un peu d'innovation, ça fait aussi un peu plaisir. Et on n'est pas obligé de mettre du RGB et de l'alu brossé partout. Je bois un petit peu d'eau. Oula, je perds mon casque. Let's go. Ok, c'est bon, j'ai récupéré mon casque. On continue avec des souris. Trois souris FGA, et je vous avoue, c'est pas trop mon style de souris. Je vous avoue, pas trop mon style. On commence avec cette première souris, du coup elle s'appelle la X20 de chez FGA. Elle est USB, Bluetooth, truc on Wi-Fi, tout ce que vous voulez. Vous pouvez la connecter avec tout ce que vous voulez. Vous avez 10 boutons programmables avec différents profils, machin, pour avoir ce que vous voulez derrière. Vous avez du RGB modifiable machin sur 3 zones sur votre souris. Sur votre souris, je rappelle, c'est une souris. Elle pèse 123 grammes. Alors on n'est pas sur les souris légères. Hein. Là, on est sur un peu plus souris massive. On l'a bien en main. Elle pèse bien son poids. On a tous les boutons qu'on peut avoir besoin. Et toutes les connectiques dont vous pouvez avoir besoin. On a 3 capteurs optiques. Je vous avoue que moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, alors, un capteur optique normal, c'est une souris, machin, à quoi ça sert d'en avoir 3? Et du coup, on nous dit qu'il y en a 2 qui servent au LOD. Pareil, qu'est-ce que le LOD? En fait, c'est la distance, à laquelle le capteur s'active. C'est-à-dire, est-ce que la souris marche encore quand vous la décollez de la surface sur laquelle elle est posée? Et du coup, il y a 2 capteurs qui servent juste à ça, à savoir si la distance entre la surface et la souris, et à savoir si ça s'active ou pas. Du coup, c'est clairement pour du tryhard infini. En vrai, je dis pas que ça sert à rien, j'en sais rien. Je ne suis pas à ce niveau-là de game, mais ça reste quand même... Ça a l'air d'être un truc quand même pour le tryhard infini. Mais je suis sûr que certains en trouveront l'intérêt, notamment les gens qui ont des petits tapis de souris et qui lèvent régulièrement leur souris pour la replacer. Là, du coup, grand intérêt parce qu'il n'y a pas besoin de la lever beaucoup pour la replacer, c'est pour gagner du temps. Ça reste quand même quelque chose de plutôt technologiquement intéressant. On n'est pas non plus dans l'inutile, mais tout le monde n'en a pas forcément besoin. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la même, avec un fil. On oublie le Bluetooth et le 2,4 GHz. On a juste un fil. Voilà, comme ça, hop. Du coup, on gagne un peu de poids parce qu'elle fait plus que 103 grammes. Mais on veut pas être méchant et on sait qu'il y a des gens qui aiment les souris lourdes. Donc on rajoute des poids amovibles pour la faire monter jusqu'à 128 grammes. Voilà. Au cas où, s'il y a des gens qui achètent la X20 et celle-ci avec le fil qui est la X17, s'ils veulent que ça fasse le même poids, ils ont le droit. On respecte. Et on finit avec... mais sinon c'est la même. Exactement la même. Sauf qu'on a un polling rate de 8000 Hz au lieu de 1000 Hz. Bref, ça vous sert à rien, c'est pas grave. On s'en fiche. Et on finit avec la dernière, la X15. On pourrait croire que la X15 est la plus simple. Et en fait, pas du tout. C'est la plus compliquée parce qu'elle a maintenant 20 boutons. Encore une fois, tout est programmable à l'infini, machin. Du filaire, pour le coup. En même temps, avec 20 boutons. On a un fil, c'est pas grave. C'est presque un clavier, de toute façon. On a du RGB,
elle pèse 110 grammes et clairement vous avez votre clavier sur votre souris. Petit problème de toutes ces souris, c'est qu'on n'a ni prix ni date. J'aurais bien aimé savoir quand même au moins une idée, un placement au niveau du prix, parce que en vrai on peut se dire, surtout connaissant Evga qui parfois fait des trucs un peu hors de prix, notamment certaines cartes graphiques, on peut se dire que la souris peut aussi bien coûter 50 € que 450. On connaît Evga. Donc j'aurais bien aimé savoir un peu en termes de gamme. Franchement, ça peut être sympa. C'est clairement orienté haut de gamme en termes de caractéristiques techniques, de compatibilité et de personnalisation. Après, ça reste un look quand même très gaming agressif, un peu look Transformers. Ici, c'est quoi? C'est de l'aération ici? C'est les entrées d'air pour être plus aérodynamique. Je comprends. Bonne idée. Non, en vrai, pas destiné à tout le monde. Les gens qui aiment les souris avec plein de boutons seront ravis. Je pense qu'il y a un marché et il doit y avoir, parce que les souris avec plein de boutons existent depuis relativement longtemps maintenant et continuent d'exister. Donc c'est qu'il y a des gens qui les achètent. Donc je pense que ces gens-là seront ravis de voir des souris aussi personnalisables. Après, franchement, il faut une sacrée dextérité et aussi un peu d'habitude, j'imagine, pour utiliser plein de boutons. Déjà 10 boutons, c'est pas mal sur ces modèles-là, mais 20, je vous avoue que moi, je ne suis pas capable. Ma dextérité manque pour utiliser tous ces boutons. On continue avec un clavier. Un clavier très intéressant parce que contrairement à d'habitude, ce n'est pas un clavier mécanique. C'est quand même un clavier plutôt orienté public gaming, mais moins hardcore gamer, parce que pas de clavier mécanique, on a à la place un clavier ultra fin avec seulement 15 mm d'épaisseur. Et en vrai, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa, donc on utilise la même technologie que sur les ordinateurs portables, les touches à chicle, truc de espèce de ciseaux là, pour avoir des touches très très fines et avec très peu de hauteur. C'est plutôt sympa. Il est rétroéclairé. Par contre, je pense qu'il n'est pas personnalisable totalement dans le rétroéclairage, parce qu'on nous dit qu'on a 5 profils prédéterminés et on ne nous dit pas qu'on peut faire nos propres profils. Non, 8 effets, pardon, pas 5, 8 effets. Et on nous dit qu'il est plug and play, donc ça c'est toujours un régal, on branche et ça marche. En vrai, je trouve ça sympa. On n'a pas le prix, c'est dommage, j'aurais bien aimé savoir. En vrai, c'est des claviers qu'on devrait retrouver pour moins de 50 € normalement. Dans ces tarifs-là, ça peut être très intéressant. Ça a l'air ok tiers en termes de qualité et plutôt très fonctionnel. Ce qu'on demande à un clavier classique sur lequel on ne met pas une somme énorme. On veut que ça marche et que ça soit simple. Et ici, ça a l'air d'être le cas. On continue avec de l'alimentation. On va aller très très vite sur cette alimentation. C'est Evga encore qui nous présente ça. Evga qui a senti le bon filon et qui nous sort une alimentation Supernova 1300 M1 Mining, donc destinée aux mineurs. Et oui, t'es beau le clavier. On attendra de le voir disponible pour avoir un avis, mais il est beau et on attend le prix. Du coup, on a 1300 watts dans les mains, 80 plus gold. On a de quoi gérer jusqu'à 6 cartes graphiques sur la même alimentation. Donc de quoi faire tourner un rig avec une seule alim. Bien joué en vrai. Ça ressemble à ça. C'est pas énorme, hein. Par contre, on voit qu'on a pris toute la place possible pour mettre, pour mettre des connecteurs d'alimentation. On a tous les connecteurs d'alimentation fournis, les 6 pour les cartes graphiques. Et on pourra aller tirer jusqu'à 108 ampères sur cette énorme alimentation.
Donc voilà, hein, elle coûtera dans les 300 $, pas étonnant, et vous en faites pas, hein, peu importe le prix, elle sera achetée, utilisée. Franchement, une alim pour 6 cartes graphiques, ça régale les gens. Ça régale les gens, peu importe combien ils coûtent. Vous savez bien, hein, les mineurs de crypto-monnaie, ils achètent les cartes graphiques à n'importe quel prix. Donc les alims, c'est pareil. Evga a bien senti le bon filon. Et ça m'étonne pas qu'il lance ce genre d'alim qui en régalera plus d'un. Notamment, on a vu en Iran. En Iran, ça devrait intéresser pas mal de monde, ce genre d'alim. Et oui, les cours sont au plus haut, mais faites attention, hein. Ce sont des marchés très volatiles. On continue avec un ventilateur, pareil, très très rapide sur ce ventilateur parce qu'il n'est pas du tout destiné pour nous. Je vais vous le montrer, il ressemble à rien, enfin il ressemble à un ventilateur, à tout ce qu'il y a de plus classique. Pourquoi je vous en parle? Parce que il va très très vite. Il va très très vite. Il tourne jusqu'à 4000 rotations par minute, ce qui est en gros 2 fois plus que les ventilateurs qui tournent déjà vite dans vos boîtiers. Il n'est pas destiné à vos boîtiers, il est destiné au serveur, clairement. C'est du matériel professionnel pour du refroidissement plus plus. Petit problème d'avoir des ventilateurs qui vont aussi vite, principalement le bruit. C'est cool. C'est cool que ça refroidisse, mais par contre, si vous entendez que ça, c'est beaucoup moins cool. Et je vous jure qu'à 4000 rotations par minute, vous l'entendrez fort. Mais voilà, ça existe, ça coûte pas très très cher, ça coûte 21 € unité et c'est destiné au serveur. De quoi bien refroidir, vos installations professionnelles ou personnelles de grosse envergure. On continue avec de la carte graphique, mais pas celle qu'on voudrait, malheureusement. On nous parle ici de la GTX 1050 Ti, qui pourrait bien être reproduite. Oui, 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 la 1050, elle est vieille, mais elle revient. Pourquoi? Bah parce que y en a pas d'autres. C'est aussi simple que ça. Il y a plus de la prod de RTX 2000, ça va à 2 à l'heure. Celle des 3000, je vous en parle même pas. Et du coup, on se dit peut-être que le seul moyen, c'est de reprendre les anciennes générations et de les reproduire. Pourquoi cette 1050 Ti? Bah déjà parce que c'est l'access low cost, donc destiné au plus grand monde. Donc de quoi re-remplir les configs des gens qui voulaient faire des petites configs et aussi une grande partie des PC montés par des entreprises, des assembleurs. Donc aussi, hein, pour vendre, ils vendent beaucoup de... Comme vous le savez, c'est les cartes les plus vendues et donc c'est les PC les plus produits assemblés avec ce genre de cartes. Du coup, voilà, hein, ils choisissent ça. Et aussi, autre point qui est assez important, on sait qu'on a des problèmes au niveau de la production de mémoire et particulièrement de cette fameuse GDDR6 qui équipe beaucoup trop de cartes, hein. Elle équipe les séries 2000, les séries 3000 et les cartes AMD, alors que cette 1050 embarque de la GDDR5. Et oui, et peut-être que là-dessus, les flux de production sont beaucoup moins tendus. Donc, non, elle ne servira pas à faire du gaming en 4K à 60, même pas 30 images par seconde. Oubliez la 4K. Oubliez d'ailleurs tout ce qui n'est pas Full HD. Et d'ailleurs, si vous pouvez jouer sur moins que Full HD, ça la régalera. Non, c'est pas une carte ultime pour gamer, mais c'est dans les cartes les plus vendues et ça peut remplir des rayons de PC accessibles gaming, des gens qui veulent se faire des petites configs, et ça reste une majorité des gens. Donc ça peut contenter un peu la grogne du peuple, ça ne réglera pas le problème. Les gens qui veulent faire vraiment du gaming, ils pourront toujours pas.
mais au moins elles seront pas piquées par les mineurs de crypto-monnaie parce que c'est pas rentable. Donc voilà, hein, c'est une solution et encore une fois, la mémoire n'est pas la même. J'imagine que la tension au niveau de la production de mémoire GDDR5 est beaucoup plus faible que sur la dernière génération qui est demandée par tout le monde. Bonsoir Maracuya Conchil. Co- ouais, je crois. Super long quand même, c'est pas facile. Donc peut-être une solution, ça va pas régler tous les problèmes, mais si ça peut en régler un petit peu. Franchement là on est à un stade où toute solution est bonne à tenter. On est clairement en grosse galère et du coup on teste, on verra, on avisera plus tard, mais on teste. Franchement on n'a plus grand chose à perdre là. Franchement, vous allez sur un site, il y en a toujours pas. Il n'y a même pas de 10-50. Hein. Donc ça peut être une solution. Autre solution, et ça, moi je vous en ai parlé depuis longtemps, mais bon, je fabrique pas des cartes graphiques, donc Inno3D qui nous annonce qu'ils réduisent leur nombre de références, donc ils enlèvent la 3060 Ti et la 3070 Twin X2, donc ces versions avec avec seulement deux ventilateurs machin, ce qui leur empêche pas d'avoir encore plein d'autres versions comme vous le voyez ici. Ça aussi c'est un point où tout le monde a voulu multiplier les références, multiplier les déclinaisons à l'infini pour proposer des gammes étendues comme jamais, mais il n'y avait pas de stock de base, donc multiplier les références ça permet d'avoir au moins l'image d'avoir zéro stock sur toutes les gammes, ce qui est quand même problématique. Ils voient bien que le problème n'est pas prêt de se résoudre, donc ils décident d'alléger leurs références pour essayer de au moins avoir l'impression qu'ils ont plus de stock, même s'ils n'ont pas plus de stock. Hein. Ils n'auront pas plus de cartes, c'est juste ils auront plus de cartes par référence et du coup potentiellement moins de ruptures par référence. Mais on en est rendu là, hein. Vous vous rendez compte où on en est rendu, ils sont en train de retirer des références qu'ils ont. Bon, peut-être que ça leur a pas coûté des sommes énormes à développer, mais quand même qu'ils ont développé et ça leur a quand même forcément coûté un peu d'argent. Et ils les retirent parce qu'ils sont tellement en galère que ils trouvent que ça. Même eux, ils sont à court de solutions, donc ils vont dans l'extrême. Voilà, c'est les temps des cartes graphiques en ce moment. On espère encore et toujours que ça s'améliore, mais pour l'instant, c'est pas la folie. Ça, on sera tous d'accord. On finit avec des écrans tout jolis qui ne sont pas trop pour moi et peut-être pas trop pour vous. C'est des écrans destinés aux professionnels, mais aux professionnels de l'image, donc avec des réglages en colorimétrie poussée. Beaucoup de couleurs, des bons réglages. Moi j'avoue que c'est un peu au-delà de mes compétences. Donc je parlerai que de ce que je connais, c'est-à-dire les caractéristiques techniques pas trop liées à la couleur. Mais pas aux professionnels du gaming, hein, clairement. On va le voir ici, de toute façon. On commence avec un premier écran BenQ, un écran 27 pouces. Il est UHD, mais c'est tout. On ne va pas aller chercher des fréquences de rafraîchissement, des temps de réponse infiniment courts. Ce qu'on veut, c'est avoir une belle image avec par exemple 99% de l'espace colorimétrique sRGB, mais aussi 100% du REC 709. Voilà, des trucs que je ne comprends pas du tout. Mais en tout cas, il est plutôt joli et encore une fois, pas destiné à nous. Donc je voulais vous le montrer quand même parce qu'il a un design. Moi ce qui m'a fait un peu rire, c'est que voilà, on nous présente comme quelque chose pour les professionnels de l'image et tout, et on nous met des énormes bords. Voilà, c'est juste ce truc que je voulais partager avec vous. Pourquoi le professionnel de l'image, il n'a pas le droit d'avoir des écrans borderless et il est obligé de se taper des énormes bords noirs. C'est le seul moyen d'avoir des belles couleurs aujourd'hui? Peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, c'est un peu dommage pour un écran qui sera sûrement très cher. Parce que 4K est pour les professionnels de l'image.
Voilà, je suis désolé, hein, mais je voulais partager mon désespoir un peu avec vous. Je dis pauvre, mais en plus je suis sûr qu'il va coûter plutôt cher hein, parce que BenQ c'est une très bonne marque d'écran et, euh, et si c'est destiné aux pros, ce sera cher. Donc voilà, un peu triste. On continue avec MSI qui nous présente aussi des écrans, mais pour les professionnels de l'image. Donc encore une fois, on va pas aller chercher les hautes fréquences de rafraîchissement ou ce genre de trucs. On est sur du 27 pouces 1440p d'ALI-PS. On aura les 60 Hz. Ici, on a le droit au borderless sur 3 bords. Donc ici, on traite bien les professionnels de l'image. Euh, Après, à voir s'il sera aussi qualitatif. Hein. Moi, je vous avoue que je suis incapable de juger si, si les couleurs sont fidèles ou pas. C'est au-delà de mes capacités. Sur chaque écran, vous retrouverez les connectiques habituels, bien sûr. Mais bon, plutôt sympa. Encore une fois, design ok, pas pour du gaming. Normalement, il est censé être beau. À voir les prix, mais souvent, quand c'est pro, ça picote un peu. Et on finit avec le dernier, le MSI 32 pouces. Celui-là est vraiment beau, celui-là j'aime vraiment beaucoup. Du coup on est sur du 32 pouces UHD d'ALI-PS, encore une fois pour les professionnels de l'image. De toute façon on voit bien hein, quand on met des visuels comme ça avec une fleur et un papillon. C'est très joli, mais on voit bien que c'est pas pour le gamer. Hein. Le gamer il veut avoir son image de jeu dessus et pas une fleur et un papillon. Donc on voit bien que c'est pas pour les mêmes publics, mais je le trouve en termes de design très très sympa. Je veux bien le même avec bon, de la 4K aussi, mais pourquoi pas 120 Hz et des technologies pour le gaming. En termes de design, j'aime beaucoup. Encore une fois, on n'a pas de prix, on n'a pas de date. Et ce sera destiné aux pros, donc probablement très cher. Mais voilà, j'ai le premier, les bords quoi. Mais les autres, plutôt sympas en termes de design, on aime bien, même si c'est pas destiné à nous. Ils peuvent très bien réutiliser les designs pour des modèles plus gaming. Ça fait de la recherche et développement en moins, et donc des économies. Et quand c'est réussi, pourquoi pas. Voilà qui conclut notre point actu hardware du jour de ce jeudi 11 février 2021. Toujours du mal à me dire qu'on est en 2021, mais on y est. J'espère que vous avez apprécié. Peut-être pas les meilleures news de la semaine, mais des trucs sympas. Petit point sur le réseau mobile français qui est quand même plutôt intéressant. Et voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à faire des retours. Je prends tous les retours avec grand plaisir. Je lis tout et je réponds à tout. Et on se retrouve demain pour la suite de l'actu hardware et le dernier point actu hardware de la semaine.